Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mardi 16 juin, les dirigeants des grandes puissances se retrouvent en France, avec l'Iran et l'Ukraine au cœur des échanges. Au pays, Ottawa tranche sur un mécanisme de surveillance des droits humains, pendant que des tensions montent sur plusieurs dossiers internes. Géopolitique, les dirigeants du G7 tiennent leur premier jour complet de sommet en France, avec Donald Trump au centre des discussions. Le président américain rencontre les dirigeants du G7, ainsi que le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Donald Trump prévoit aussi des échanges avec les dirigeants du Qatar et des Émirats arabes unis. Un accord visant à mettre fin à la guerre entre les États-Unis et l'Iran domine l'agenda diplomatique du sommet. Washington et Téhéran ont électroniquement signé un mémorandum, présenté comme une étape vers la fin des hostilités. Le vice-président américain J.D. Vance décrit ce document comme long d'environ 1 page et demie et encore très général. La signature officielle de l'accord est attendue en Suisse, même si le lieu exact n'est pas encore déterminé. Téhéran annonce que son principal négociateur, Mohammad Bagher Ghalibaf, se rendra en Suisse pour la signature. Les autorités iraniennes ajoutent qu'un nouveau cycle de négociations doit commencer immédiatement après la signature. Emmanuel Macron a rencontré Donald Trump à son arrivée en France et l'a félicité pour la signature du nouvel accord avec l'Iran. La guerre en Iran a récemment éclipsé sur la scène internationale le dossier ukrainien, malgré la présence de Zelensky au sommet. Par ailleurs, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, avertit qu'une attaque israélienne au Liban violerait l'accord intérimaire avec les États-Unis. Il affirme aussi que toute présence israélienne maintenue sur le territoire libanais serait incompatible avec l'entente évoquée par Téhéran. L'Union européenne franchit une étape formelle avec l'Ukraine, en ouvrant le premier stade des négociations d'adhésion. Ce lancement arrive 2 ans plus tard que prévu, après un blocage attribué à l'ancien Premier ministre hongrois Viktor Orban. Le processus se débloque dans la foulée de la défaite électorale de Viktor Orban, qui avait freiné l'avancement du dossier. En Israël, le chef de l'armée de l'air confirme qu'une frappe majeure contre l'Iran a été annulée à la dernière minute la semaine dernière. Le major général Omer Tischler dit que l'ensemble de l'aviation était prêt pour une sortie de grande ampleur. Il évoque une opération visant des centaines de cibles iraniennes, stoppée 1 heure avant le départ. Au Soudan, les Nations unies dressent un bilan lourd des attaques de drones depuis le début de l'année. Plus de 1000 personnes ont été tuées par des frappes de drones en 5 mois, selon l'ONU. Le chiffre couvre les 5 premiers mois de l'année, dans un contexte de conflit prolongé sur le terrain. Canada. Le gouvernement de Mark Carney supprime le bureau de l'Ombudsperson canadien de la responsabilité des entreprises. Cet organisme avait été créé en 2019 pour enquêter sur des allégations de violation des droits humains liées à des entreprises canadiennes à l'étranger. Mark Carney juge que ce bureau n'a pas été efficace depuis sa mise sur pied. La décision survient alors que l'administration de Donald Trump critique les efforts du Canada contre le travail forcé, jugé inacceptable. Le régulateur fédéral des télécommunications cible Bell et TELUS pour de nouveaux frais liés au sans-fil. Le CRTC estime que ces frais semblent contrevenir à de nouvelles règles fédérales. Les 2 entreprises font maintenant l'objet d'un examen sur la conformité de ces frais aux obligations récentes. À Ottawa, une controverse touche la préparation d'un régime de sanctions lié à la Cisjordanie. Des sources indiquent que l'Organisation sioniste mondiale figurait sur une ébauche de liste d'entités à sanctionner. Cette organisation travaille avec le gouvernement israélien sur l'expansion de colonies dans la Cisjordanie occupée. Son nom a été retiré du document avant la publication de la liste finale de sanctions. À Montréal-Nord, des manifestants se rassemblent devant un poste de police au cœur d'allégations de racisme. Des gestes racistes sont dénoncés
visant des personnes noires et arabes dans des interventions attribuées à des agents. Une marche a réuni quelques centaines de personnes dans le calme pour dénoncer le racisme policier dans le secteur. Un homme affirme qu'en juillet dernier, lors d'une intervention, des policiers lui auraient arraché des dreadlocks. Des voix réclament une enquête publique dans un climat de méfiance envers le SPVM dans l'arrondissement. Au Québec, Christian Dubé revient sur le bras de fer avec les médecins et parle d'un renoncement politique. L'ex-ministre de la Santé dit que la CAQ a pilé sur ses principes. Il déplore aussi l'échec de l'objectif de prendre 100% de la population en charge. Science. En Inde, une enquête documente la diffusion de musique haineuse sur plusieurs plateformes de médias sociaux. Le travail s'intitule « Profiting from Hate Music » et cartographie ce phénomène dans l'écosystème numérique du pays. Les chercheurs décrivent une première cartographie d'ensemble, centrée sur la circulation de chansons appelant à la haine. Le constat met en cause la présence de contenus qui demeurent accessibles malgré des interdictions prévues par des politiques internes. L'enjeu concret porte sur la modération et sur la capacité des plateformes à appliquer leurs propres règles. La diffusion répétée de ces contenus peut amplifier des messages hostiles à grande échelle via les recommandations et le partage. Sur la surveillance sanitaire, une initiative universitaire se déploie autour de la Coupe du Monde. L'université Georgetown met sur pied un centre de suivi des maladies dans les villes hautes. L'objectif est de repérer des signaux de maladies infectieuses pendant l'événement, quand les flux de voyageurs augmentent. Le dispositif vise un usage opérationnel, avec une vigilance accrue dans plusieurs lieux d'accueil. Le centre se concentre sur la détection rapide, pour soutenir une réponse de santé publique si des foyers apparaissent. La démarche s'inscrit dans une logique de prévention liée à la densité de foule et aux déplacements internationaux. Climat. En République démocratique du Congo, une flambée d'une souche rare d'Ebola inquiète les organisations humanitaires. Oxfam avertit que le nombre réel d'infections pourrait être bien supérieur aux chiffres officiels. L'organisation pointe un manque d'eau potable et d'assainissement qui affaiblit la première ligne de défense contre l'épidémie. En Asie du Sud-Est, El Niño menace directement les moyens de subsistance de nombreuses familles. Le temps plus chaud et plus sec freine la production de riz et d'huile de palme. La pression s'ajoute à des coûts plus élevés pour le carburant, l'alimentation et le transport dans plusieurs foyers. Monde. En Californie, un bombardier B-52 de l'US Air Force s'est écrasé lors d'une mission d'essai de routine. L'accident s'est produit lundi matin et a fait 8 morts. Les autorités américaines précisent que l'appareil participait à un vol de test au moment du crash. Toujours en Californie, le gouverneur Gavin Newsom affirme que le ministère de la Justice enquête sur son entourage. Il allègue l'existence d'enquêtes visant son épouse et d'anciens membres de son équipe. Une source au fait du dossier indique que ces enquêtes seraient en cours depuis environ 1 an. Le monde de la musique perd une figure majeure en Afrique du Sud avec la mort d'Abdullah Ibrahim. Le pianiste et compositeur de jazz s'est éteint à 91 ans en Allemagne après une courte maladie. Sa famille confirme un décès paisible, annoncé par communiqué lundi. Abdullah Ibrahim a enregistré plus de 70 albums au cours de sa carrière. En Argentine, la militante des droits humains Lydia Tati Almeida est morte à l'âge de 95 ans. Elle a cherché pendant plus de 50 ans son fils, disparu de force sous la dictature militaire. Elle présidait les Mères de la Place de Mai, un collectif mobilisé depuis la fin des années 1970. Le groupe marche chaque jeudi depuis 1977 sur la place devant le palais présidentiel, à Buenos Aires. Sa mort suscite une importante vague d'hommages publics dans le pays. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 344 $ américains, en hausse de 0,1% sur 24 heures.
L'argent se négocie à 71 dollars américains, en baisse de moins 0,3% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 66 656, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,715 dollars américains. La Banque du Japon relève son taux directeur à un sommet de 31 ans. Les décideurs à Tokyo augmentent le taux de court terme d'un quart de point à 1% contre 0,75%. Le niveau atteint est le plus élevé depuis 1995 dans un contexte de pression inflationniste. La Banque centrale cite aussi les effets d'un yen faible qui ont compliqué une stratégie d'attente. Le Japon poursuit ainsi une trajectoire de remontée après une longue période de taux proche de zéro, amorcée depuis 2024. Malgré l'accord de paix entre l'Iran et les États-Unis, une baisse des prix de l'essence n'est pas garantie. Des analystes préviennent que de nouvelles flambées du prix du pétrole brut restent possibles. L'incertitude demeure sur la stabilité des cours, même si les tensions militaires diminuent. Au Mexique, la banque BBVA lance un service baptisé Smart Shoring Mexico. L'objectif affiché est d'accompagner l'arrivée d'investissements espagnols sur le marché mexicain. Ce service s'aligne sur un plan de hausse des échanges bilatéraux entre l'Espagne et le Mexique. Le cadre évoqué vise un doublement du commerce sur 4 ans. Le même horizon de 4 ans prévoit aussi une hausse de 50% des investissements mutuels. À savoir aujourd'hui, le 16 juin 1963, Valentina Tereshkova devient la première femme à aller dans l'espace, à bord de Vostok 6. Le 16 juin 1903, Ford Motor Company est fondée à Détroit par Henry Ford. C'était Actu Rémi. Merci de votre écoute.